Quand quelqu'un fonctionne dans le mode dogmatique, qu'il rencontre quelqu'un qui fonctionne dans le mode dogmatique, ça va bien s'il partage les mêmes certitudes. Mais s'il diffère au niveau des certitudes, généralement, l'histoire des hommes a montré que beaucoup de guerres, de conflits, de violences ont été engendrées justement par des personnes qui ne partagent pas les mêmes certitudes que les autres. Or, je pensais que l'école, si elle faisait exister dès le plus jeune âge, et il n'y a pas de contre-indication du point de vue des enfants, ils peuvent s'en emparer très jeunes, des attitudes cognitives appartenant à la pensée non dogmatique, c'est-à-dire en gros qu'ils prennent l'habitude d'expliciter, qu'ils prennent l'habitude de prendre des distances par rapport à ce qu'ils pensent, et notamment pouvoir chacun évaluer, estimer en quoi ce que je pense est-il complètement certain, pas complètement certain, très peu certain. Une troisième attitude consisterait à trouver dans quel domaine de validité ce que je pense a une valeur. Et puis une quatrième attitude, c'est prendre en compte sa propre subjectivité, à savoir que si j'ai peur ou si je désire quelque chose, je risque de transformer ce que je pense. Voilà, alors ces quatre habitudes ou attitudes cognitives qui seraient prises à l'école nous feraient rentrer à ce moment-là, feraient rentrer les jeunes dans un monde où ils auraient beaucoup moins besoin de certitude d'un point de vue affectif. Ils seraient capables, et c'est finalement l'enjeu de notre société de la connaissance, c'est aussi l'enjeu du socle commun des connaissances, des compétences et de la culture, de former la personne et de faire en sorte qu'elle soit capable, en tant que citoyen, de faire évoluer tout au long de sa vie ses représentations. Donc, cette éducation à l'incertitude aurait pour effet de donner un sentiment de sécurité aux jeunes qui ne serait pas associé à la stabilité de leur représentation, mais qui serait associé à la capacité dynamique de faire évoluer les connaissances et les représentations tout au long de la vie, comme on est invité par un monde qui s'accélère à tout point de vue. Des connaissances, des techniques, et puis dès qu'on bouge, on voit bien que les autres ne fonctionnent pas comme nous, donc c'est l'occasion de remettre tout cela en question. Cette éducation à l'incertitude donnerait à ce moment-là une sécurité plus grande. Donc les enfants qui prendraient cette habitude de la pensée non dogmatique auraient une sécurité intérieure, plus l'esprit critique, qui leur permettrait de résister aux emprises. Or, le fin fond de la laïcité, la visée profonde de la laïcité, c'est de permettre aux jeunes de résister à toutes ces emprises, les emprises religieuses certes, mais aussi les emprises familiales, idéologiques, on pourrait dire consuméristes, sectaires, etc. Et donc, le premier outil que je donnerais aux enseignants, c'est justement de pouvoir intérioriser pour eux-mêmes ce postulat et de dire si quelqu'un affirme très très fort telle et telle chose, qui n'est pas conforme à des connaissances plus scientifiques, eh bien, il doit avoir des bonnes raisons, et ce serait d'abord accueillir la personne avec ses bonnes raisons. Ensuite, si lui-même ne se sent pas obligé de défendre une vérité scientifique comme un dogme, il va pouvoir montrer ce qu'est la science, et puis entraîner les élèves sur ce chemin, et montrer en particulier que la science produit des modèles approximatifs et provisoires. Et par exemple, si on prend quelque chose qui est très conflictuel dans les salles de classe actuellement, c'est dès qu'on parle de l'évolution, de dire c'est une théorie scientifique, et à ce titre, elle permet de résoudre des problèmes. Et en tant que théorie scientifique, c'est pas quelque chose de figé, on n'a pas l'explication de tout, il y a plein d'endroits où les résultats actuellement sont contradictoires, où dans les congrès, les gens apportent des informations contradictoires, et c'est comme ça que la science avance. La science avance dans le dissensus, qu'on essaye chaque fois d'expliciter. Une science qui serait consensuelle, elle ne mérite plus ce mot. C'est fini, elle se dogmatise, et elle n'avance plus. Donc c'est ça qu'il faudrait expliquer aux élèves, et si on parle de l'évolution, on pourrait dire que c'est une idée qui est très ancienne. Elle, bien avant Darwin, 5 ou 6 siècles plus tôt, il y a des textes dans le monde musulman qui en parlent, à peu près dans le même terme que Darwin, plus simplement peut-être, mais je veux dire, c'est pas une idée qui est nouvelle. Et ce qu'il s'agit de montrer, c'est non pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, on pourrait dire le problème il n'est pas là,
Il faudrait sortir de ces catégories de vrai et faux, comme de bien et mal, pendant qu'on y est, pour justement se poser la seule question qui en science a un intérêt, c'est de se dire quel type de problème cette théorie elle permet de résoudre. Ce postulat de cohérence, il me paraît très important, donc je le mets comme préalable finalement pour pouvoir changer de paradigme éducatif, c'est-à-dire de sortir de l'idée que les élèves sont là un peu vides. Aristophane, compatriote de Socrate, disait 3 ou 4 siècles avant Jésus-Christ que enseigner ce n'était pas remplir un vase. Et il continuait, c'est allumer un feu. Donc je pense qu'il faudrait bien que l'enseignement des sciences allume des feux, plutôt que de vouloir remplir des élèves avec des certitudes ou des vérités scientifiques. Il me semble que d'opposer aux phénomènes actuels les phénomènes sectaires ou de radicalisation, comme on utilise beaucoup le mot, en disant que il faut allumer un contre-feu en parlant des vérités scientifiques pour justement réfuter les autres vérités. Je pense que ça c'est une impasse. L'avenir me dira si je ne me trompe pas trop. Tandis qu'avec le postulat de cohérence, on pourrait à ce moment-là amorcer en douceur le changement de paradigme éducatif, voir dans l'élève un sujet, une personne en devenir, et de cette façon penser que l'autre a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense, penser que l'autre a des bonnes raisons de dire ce qu'il dit, de faire ce qu'il fait, et surtout penser que l'autre a des bonnes raisons de ressentir ce qu'il ressent, nous créer une ouverture à l'autre, une acceptation inconditionnelle de la personne de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter tous les comportements, puisqu'il y a des comportements acceptables et non acceptables, là-dessus il faut être bien clair, et c'est à l'adulte d'expliciter ses valeurs, et les règles, les lois, les interdits, les tabous. Le postulat de cohérence permet d'accepter l'autre de manière inconditionnelle, et du coup, ça a comme effet, que j'ai pu tester à plusieurs reprises, de diminuer son agressivité parce qu'il se sent plus en sécurité, plutôt que d'emblée lui dire voilà pourquoi tu te trompes. Et ça, quiconque a essayé de convaincre quelqu'un pour qu'il se range à ses arguments, on sait que ça peut aller très très long, long dans le temps, enfin ça peut être très long dans le temps d'essayer de le convaincre, et généralement ça ne marche pas. Parce que chacun trouve d'autres arguments pour se démontrer à lui-même qu'il a raison et essayer de le montrer à l'autre également. Alors que là, le postulat de cohérence, si on voit que l'autre accepte que je puisse penser ça, on s'y accroche moins, et donc on va pouvoir parler d'autre chose, non pas en termes de vérité, mais en termes de contenu scientifique, c'est-à-dire en montrant comment ça a été produit, en montrant comment cette connaissance scientifique permet d'expliquer certaines choses, et pas forcément tout, et je crois que c'est important d'aller écouter des chercheurs, comme ils parlent de leurs résultats, parce qu'ils ne sont pas aussi tranchés que si on prend le cas de l'évolution, où les uns vont dire c'est sûr que c'est du hasard, et les autres vont dire c'est certain que c'est Dieu. Donc ce genre de discussion, au bout d'un moment, d'opposition n'a plus lieu d'être, et à ce moment-là, on peut véritablement rentrer dans une véritable éducation scientifique.